Alors, poursuivons notre étude de l'analyse des correspondances binaires avec la mathématique de cette analyse. Alors, l'objectif de la capsule, c'est, oui, de vous expliquer la mathématique de l'analyse des correspondances binaires, mais on va faire ça en faisant le parallèle avec l'ACP, voir en quoi ça ressemble à l'ACP, puis en quoi c'est différent aussi de l'ACP. Alors, je vous ramène à l'exemple qu'on a utilisé dans les capsules précédentes où on a la fréquence de la couleur des cheveux et de la couleur des yeux. Alors, on va s'intéresser à projeter ce tableau de fréquence-là dans des axes factoriels. Alors, je vous rappelle que on avait analysé brièvement la notion de profil ligne et de profil colonne. Puis on avait vu que deux profils lignes qui sont fortement corrélés correspondent à des observations qui sont similaires quand on les regarde par rapport au profil colonne. Alors, on pourrait être tenté rendu là de se dire, ben, on pourrait faire une ACP sur les profils lignes et une ACP sur les profils colonnes pour voir ce que ça donne. Alors, regardons ce que ça fait si je fais une ACP sur les profils lignes et sur les profils colonnes et que je projette les observations dans les axes factoriels qui sont créés. Alors, on voit ici, là, très évidemment, que les yeux verts et les yeux noisettes, ça se ressemble. Donc, les gens qui ont les yeux verts et les yeux noisettes ont tendance à avoir une couleur de cheveux qui est similaire de façon générale. Puis si on avait plus de modalités que ça, ben on serait capable d'observer déjà ce genre de lien-là, juste en faisant une analyse en composantes principales sur les profils lignes et sur les profils colonnes. Mais est-ce qu'on pourrait mettre ces deux graphiques-là dans le même plan? Ultimement, c'est ça qu'on voudrait. C'est ça, ça nous permet de voir qu'il y a des modalités d'une même variable qui se ressemblent ou pas. Mais ce qu'on aimerait faire, c'est de le faire, mais pour les deux variables en même temps. Et là, quand on regarde ça comme ça, on serait tenté de se dire, si je projetais les deux sur le même graphique, mais j'aurais quand même les yeux bleus à proximité des cheveux blonds, les yeux verts et noisettes à proximité des cheveux roux et les yeux marrons à proximité des cheveux châtains. Donc, je serais peut-être pas loin de ce que je veux faire parce que yeux bleus et cheveux blonds, c'est ce qui se produit souvent ensemble, donc c'est ce que je voudrais retrouver très près dans ma visualisation. Donc effectivement, on n'est pas très loin. Mais c'est pas exactement ça qu'on va faire parce que c'est pas si simple que ça. On peut pas prendre deux graphiques qui ont été projetés dans des coordonnées, dans des axes différents, puis les mettre un par-dessus l'autre. Ça fonctionne pas comme ça. Donc il va falloir travailler un peu plus fort pour arriver à projeter, à mettre ces deux graphiques-là, à les superposer un par-dessus l'autre. Donc, à créer des axes qui nous permettent de les superposer un par-dessus l'autre pour faire l'analyse qu'on veut faire, finalement. Alors, on va discuter de la notion de mesure de distance. Donc, parce que c'est un peu ça qu'on analyse quand on fait de l'analyse des correspondances ou de l'analyse factorielle en général. Alors, une distance qui serait une distance un peu naturelle à étudier, ce serait la distance au carré entre deux profils lignes. Donc, par exemple, ici, j'ai le profil ligne 1, le profil ligne 2. Donc, si je voulais calculer la distance entre les yeux marrons et les yeux noisettes, eh bien, c'est la distance au carré entre 1 et 2. Et j'aurais 0,78 moins 0,69 au carré plus 0,17 moins 0,18 au carré plus 0,05 moins 0,13 au carré. Donc, ce serait une mesure de distance possible puis tout à fait valide. Malheureusement, c'est pas celle-là qu'on va utiliser. On va travailler un tout petit peu plus fort. Donc, on va prendre ce qu'on appelle la distance du Qui2. La distance du Qui2 ressemble beaucoup à la distance au carré, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on va prendre l'écart au carré, puis on va venir le pondérer par l'inverse du poids des colonnes.
Alors, si je voulais calculer la distance au carré du qui 2 entre 1 et 2, alors j'irai encore une fois chercher la distance pour la première colonne, 0,78 moins 0,69 au carré. Sauf que je viendrais pondérer ça par le poids de la colonne qui est ici, qui est 0,59. À ça, je vais ajouter 0,17 moins 0,18 au carré que je vais venir pondérer par l'inverse du poids de la colonne. Donc, vous voyez, puis là, ainsi de suite. Donc, on ferait ça pour la dernière colonne aussi. Donc, vous voyez qu'en faisant quelque chose comme ça, je viens accorder un petit peu plus de poids aux colonnes dont les effectifs sont plus faibles. Donc ça, c'est la distance du qui 2 et c'est la distance qu'on va venir utiliser quand on va faire l'analyse des correspondances binaires. OK, on a expliqué la notion de distance du qui 2. Maintenant, on va essayer de faire le lien entre ça et l'ACP. Alors, quand on faisait l'analyse en composantes principales, on travaillait sur une matrice X, la matrice avec toutes nos données. En analyse des correspondances binaires, dans la version analyse directe, donc on va travailler sur les profils lignes à la place. Donc on ne travaille pas directement sur nos X, on travaille sur nos profils lignes. On va travailler sur nos profils lignes. En ACP, il n'y avait pas de notion où on venait pondérer là, la distance par quoi que ce soit. Ici, on va pondérer la distance par l'inverse du poids des colonnes. Donc, c'est avec ça ici qu'on vient chercher la distance du qui 2. Quand on va faire des projections en analyse des correspondances binaires, donc ce qu'on va venir chercher, là, c'est les coefficients U ici. Alors, en analyse en composantes principales, on les avait appelés alpha. Et quand on venait faire une projection, ben, on prenait notre matrice et puis on utilisait les poids pour faire la projection dans les nouveaux axes. Mais ici, on va faire quelque chose de similaire, sauf qu'à la place de travailler sur les données directement, on va travailler sur nos profils lignes pondérés quand on va faire notre projection. Alors, en ACP, ce qu'on maximisait, c'était la variabilité de nos composantes principales. Donc, pour faire ça, ben, on maximisait ça. Je vous rappelle là, que c'était la matrice de variance, covariance de notre jeu de données initial. Donc, en maximisant tout ça ici, on allait chercher les valeurs de alpha. On cherchait les valeurs de alpha qui venaient maximiser toute cette équation-là. Ben, en analyse des correspondances binaires, ça ressemble un peu à ça, mais ce qu'on va venir maximiser, c'est aussi une notion de distance. OK? C'est juste que on travaille sur les profils lignes, on vient pondérer ça par la distance du qui 2, puis après ça, ben, on vient le repondérer par le poids des lignes. Donc, ce qu'on va chercher, c'est les valeurs de U qui maximisent, donc les vecteurs U qui vont maximiser cette équation-là ici. Encore une fois, on va devoir poser une contrainte, mais cette fois-ci, la contrainte va tenir compte du poids des colonnes. Alors, ça, c'est l'analyse qu'on appelle l'analyse directe, c'est-à-dire qu'on fait l'analyse sur les lignes. Ce que je vous ai mentionné jusqu'à maintenant, on va faire la même chose, mais sur les profils colonnes aussi. Donc, on va calculer encore une fois une distance du qui 2 entre les profils colonnes. Donc, on travaille sur les profils colonnes, on vient pondérer ça par l'inverse cette fois-ci du poids des lignes. Ce qu'on va chercher à projeter tient compte aussi des profils colonnes. Et puis, ce qu'on va chercher à maximiser, ben, c'est l'équivalent de ce qu'on disait pour l'analyse directe, l'analyse sur les lignes. Puis, on va avoir encore une contrainte. Donc, même chose, c'est juste qu'on le fait sur les colonnes plutôt que de le faire sur les lignes.
OK. Alors, ce qu'on veut, c'est le vecteur U qui maximise ça ici, avec cette contrainte-là. Et là, bien évidemment, il y a un petit peu de travail à faire. Et puis, on va pas faire tout le travail que ça prend pour se rendre là, mais on peut considérer comme étant vrai que la solution à ça, ça va être le premier vecteur propre de cette matrice-là ici, qu'on va nommer S, juste pour faciliter les choses. Donc, le plus grand vecteur propre, en fait, ici, ça va être un vecteur singulier. Mais le plus grand vecteur singulier de S va, le vecteur qui va correspondre à la plus grande valeur singulière de S va être notre vecteur U. Même chose sur les colonnes. On fait exactement la même chose, sauf que la matrice sur laquelle on va calculer les vecteurs singuliers, on va l'appeler T. Et là, on peut se demander pourquoi on a fait tout ce travail-là pour venir pondérer par le poids des lignes, le poids des colonnes, tout ça. Bien, c'est parce qu'en fait, on a fait une analyse sur les lignes et une analyse sur les colonnes, puis on va se rendre compte que le S et T, donc les deux choses sur lesquelles là, il faut calculer les vecteurs propres, bien, ces deux matrices-là ont les mêmes P premières valeurs propres. En fait, ont les mêmes P premières valeurs singulières. OK. Et alors? Là, regardez bien. Ce que ça veut dire, c'est que les coordonnées des points d'un espace sont proportionnelles aux composantes du facteur de l'autre espace correspondant à la même valeur propre. Autrement dit, là, si je prends le premier axe que je trouve avec l'analyse sur les profils lignes, bien, si j'ai une distance, mettons, de 2 unités dans cet axe-là, et que je prends l'autre axe que j'ai produit avec les profils colonnes et que j'ai une distance de 2 unités, bien, ces 2 unités-là, c'est les mêmes unités, cette distance-là, c'est la même. D'accord? Donc, ça veut dire que les distances dans les deux axes sont proportionnelles. Donc, si on ajoute à ça un autre petit élément supplémentaire de travail, si on centralise en plus nos profils lignes et nos profils colonnes, ben là, on se trouve à avoir deux axes qui ont la même unité de mesure, si on veut, et qui sont centrés au même endroit. Et là, on peut projeter les observations des deux analyses dans le même plan. Et ça, c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce que ça donne si je le fais sur mes couleurs des yeux et des cheveux? Ben, regardez, c'est pas une très grande surprise. Nos cheveux châtains marron et les yeux marrons et les yeux noisettes, ben, ils se retrouvent à proximité, donc très très proche. Très très proche là, dans tout ce qu'on a, dans toute la mathématique là, qu'on a fait. S'ils sont proches, ça veut juste dire qu'ils se produisent souvent en même temps. L'interprétation est aussi simple que ça. Nos yeux bleus et nos cheveux blonds, ben eux aussi, ils se produisent souvent en même temps. Même chose pour les cheveux roux et les yeux verts. Mais on a aussi que les cheveux roux et les yeux noisettes se produisent quand même assez souvent ensemble. Ils sont aussi très très près. Donc, on a réussi à projeter nos modalités dans un graphique de façon à ce que ben, la distance qu'on observe entre les modalités d'un même facteur, mais aussi entre les modalités de deux facteurs différents, de deux variables différentes. Donc, l'écart qu'on voit entre ces modalités-là, ben, il nous donne une représentation de jusqu'à quel point ces deux modalités-là se produisent souvent en même temps. Bref, il y avait une grosse mathématique à faire pour en arriver là. Mais une fois qu'on est rendu là, l'interprétation est super facile. Plus c'est proche, plus ça se produit souvent en même temps. Plus c'est relié. Alors, on a vu la mathématique de l'analyse des correspondances binaires, on a vu
à quel point ça ressemblait à l'analyse en composantes principales. Donc, on a vu le parallèle entre les deux. Étant donné que ça se ressemble, il y a des outils qu'on va pouvoir utiliser qui vont être très, très, très similaires pour nous aider à l'interprétation. Donc, on va pouvoir étudier la contribution encore et la qualité. Sauf que cette fois-ci, il ne faut pas oublier qu'on travaille sur des modalités et pas sur des individus. Donc, la contribution et la qualité là, va référer à la modalité d'une variable et non pas à un individu. Il y a certaines différences, pas particulièrement importantes, mais quand même, il y a certaines différences dans l'interprétation, notamment les valeurs propres, valeurs singulières, qui vont faire en sorte que on va les interpréter un peu différemment. Donc, ça va être encore... ici, les valeurs propres vont être interprétées un peu comme les valeurs propres en ACP, dans le sens où en ACP, elle mesurait une variabilité. Ici, elle va mesurer une distance. Donc, quand on va calculer la proportion de la proportion qui est associée à une valeur propre en particulier ou à une valeur singulière en particulier, ça va référer davantage à une proportion de l'écart à l'indépendance qu'à une proportion de la variabilité. Donc, il y a une petite distinction à faire entre l'interprétation des deux valeurs, mais globalement, on peut utiliser à peu près les mêmes outils pour interpréter les deux analyses.